Nous souhaitons la bienvenue aux représentants de l'Institut économique de Montréal. Vous avez 10 minutes pour présenter votre exposé, en commençant en vous présentant, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. Mon nom est Yuri Chassin. Je suis économiste et coordonnateur de la recherche à l'Institut économique de Montréal et je suis accompagné de mon collègue Jean-François Minardi, qui est analyste en politique publique aussi à l'Institut, que vous connaissez sans doute. Donc, un institut de recherche et d'éducation indépendant, non partisan et sans but lucratif qui alimente, dans le fond, le débat public en proposant des réformes créatrices de richesse et fondées sur les mécanismes de marché. Et dans le fond, on a dans ce thème ou ce sujet-là un intérêt particulier. On a effectivement, dans les derniers mois, même les dernières années, plusieurs publications qui se sont intéressées aux questions de l'énergie, un débat présent sur la place publique et qui nous intéressait particulièrement. Donc, on a mis pas mal d'efforts sur cette question-là et on vous remercie donc de l'invitation à comparaître aujourd'hui. Évidemment, vous vous intéressez à plusieurs volets du projet de renversement de l'oléoduc 9B, notamment la sécurité, notamment les impacts socio-économiques et environnementaux. Notre expertise, elle se concentre évidemment sur les bénéfices économiques du projet. C'est là-dessus que notre présentation va surtout porter. On a quand même travaillé un peu sur d'autres volets. Donc, on va essayer d'y venir rapidement, mais sans trop s'y attarder. Donc, peut-être simplement en commençant, vous rappeler que puis vous l'avez tous vu, entendu, lu dans le document de consultation, que le pétrole, effectivement, est une source d'énergie importante dans le bilan énergétique québécois, d'autant plus importante que quand on consomme le pétrole, c'est parce que l'alternative économique, elle n'est pas plus avantageuse. Donc, tant qu'on a besoin du pétrole, c'est parce que, dans le fond, il n'y a pas d'alternative plus intéressante que cette énergie-là, notamment pour le transport, le 3/4 à peu près de la consommation du pétrole, mais aussi, on l'a entendu avec les représentants d'Unifor et de la FTQ, pour un autre volet qui est le volet pétrochimique. Donc, je vais je vais laisser la parole à mon collègue qui est aussi auteur d'une note économique sur les avantages des projets d'oléoduc vers l'est du Canada. Une note économique qui a été produite avant la tragédie de Lac-Mégantic. Néanmoins, on l'a quand même fait paraître au moment où c'était prévu, c'est-à-dire en août. On a rajouté une petite annexe technique sur la sécurité du transport de pétrole, où on compare, dans le fond, un peu les différents modes de transport. Et c'est sommaire, mais ça donne quand même un portrait intéressant. Donc, je vais laisser Jean-François vous présenter la suite. Donc, bonjour. Donc, en matière d'avantages économiques, ce sont principalement les raffineries québécoises qui, en tant que clientes, seront les premières bénéficiaires de l'inversion de l'oléoduc. Les raffineries de l'Est du Canada se trouvent actuellement dans une situation difficile. Elles sont confrontées à la concurrence croissante de super raffineries en Asie et au Moyen-Orient qui ciblent de plus en plus le marché en Amérique du Nord. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces super raffineries parviennent, en raison de considérables économies d'échelle et de leur coût d'exploitation plus bas, à compenser le coût de transport sur de longues distances et à vendre des produits raffinés à meilleur marché. Donc, à ce sujet, il est important de noter que, par exemple, la capacité totale de raffinage du Québec ne représente que 30% de la capacité de raffinage de la plus grande raffinerie au monde, qui se situe à Jamnagar en Inde. Donc ça place un peu les choses en perspective. Ce qu'il faut voir, c'est que l'excédent de capacité de raffinage en Amérique du Nord et en Europe réduit également les marges des raffineries dans les pays industrialisés. De nombreuses raffineries ont fermé en Europe et en Amérique du Nord ces dernières années. Et dans l'Est du Canada, donc on l'a déjà vu, la fermeture de la raffinerie Shell à Montréal en 2010 a réduit la capacité canadienne de raffinage d'environ 7% en 2011. Et plus récemment, Imperial Oil a fermé la fermeture de sa raffinerie à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cependant, le fait de pouvoir s'approvisionner en pétrole brut en provenance de l'ouest du Canada pourrait contribuer à assurer la rentabilité
et la compétitivité des 3 raffineries de l'Est, à savoir celle de Suncor à Montréal, celle d'Énergie Valero à Lévis et celle d'Irving à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Les 2 raffineries du Québec représentent 20% de la capacité canadienne et emploient 1000 travailleurs qui bénéficient d'une rémunération supérieure à la moyenne, ce qui a été souligné dans les autres présentations. La présence d'un réseau d'oléoducs permettra à ces raffineries de diversifier leurs sources d'approvisionnement et ainsi de réduire leur vulnérabilité en cas de rupture inattendue d'approvisionnement de produits pétroliers en provenance de l'étranger, notamment de pays politiquement instables. Elle permettra également de payer, du moins sur le court terme et le moyen terme, un prix moins élevé que pour le pétrole importé par navire citerne de l'étranger. Alors, je vais passer tout de suite parce qu'il me reste peu de temps, à souligner le fait que, au-delà de leur importance pour assurer la compétitivité des 2 raffineries du Québec, les projets d'oléoducs sont essentiels pour maintenir le tissu industriel qui dépend d'elles. Par exemple, les entreprises œuvrant dans l'industrie de la pétrochimie qui forment un écosystème interdépendant et dynamique. Ainsi, dans l'Est de Montréal, l'industrie pétrochimique composée de 48 entreprises qui emploient 3610 travailleurs nécessite des hydrocarbures bon marché pour se développer. Un des éléments de cette industrie est unique en Amérique du Nord. Il s'agit de la chaîne du polyester qui regroupe la raffinerie de Suncor et 3 entreprises pétrochimiques, Chimie Parachem, Cepsa et Celenis. Ensemble, elles regroupent plus de 850 employés. Elles produisent du polyester, ça c'est la fin de la chaîne, qui est la fibre synthétique la plus largement utilisée dans le monde, notamment dans la fabrication de vêtements, mais aussi de divers autres objets industriels ou de consommation, comme les bouteilles d'OSK, par exemple, que tout le monde connaît. Ainsi, comme on le voit, les activités de raffinage ne se limitent pas à la production d'essence pour le transport, mais sont également nécessaires pour produire une vaste gamme de produits de consommation courante. Donc, je vais passer tout de suite à la conclusion. En conclusion, peut-être simplement dire que, étant donné cette situation-là, je pense que ça peut être très intéressant comme projet, à moins qu'il y ait vraiment des problèmes considérables en termes de sécurité ou d'environnement. Les avantages économiques sont parlants. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à la période d'échange, en commençant par le gouvernement, donc les représentants du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Messieurs Chazin et Minardi. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous êtes ici pour nous parler des avantages économiques du renversement du pipeline. Vous nous avez parlé dans votre exposé de rentabilité, de compétitivité des entreprises qui raffinent au Québec. On a entendu au cours des auditions précédentes des opposants au pipeline nous dire que, en fait, les entreprises font déjà beaucoup d'argent. Elles vont en faire seulement encore plus si on leur permet d'avoir accès à du pétrole de l'Ouest canadien. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Messieurs? Mais en fait, je commencerai par dire qu'il n'y a pas vraiment de problème à faire beaucoup d'argent. Quand c'est rentable, c'est que c'est une activité économique intéressante et désirée par les clients. D'autre part, il y a une distinction, je crois, à faire entre l'entreprise, qui peut être très rentable, et une raffinerie ou une infrastructure qui, elle, peut être dans des conditions moins favorables que d'autres. Et évidemment, notamment dans les entreprises multinationales, quand on fait un projet d'investissement, on regarde où le faire, où la rentabilité, elle est bonne et elle est garantie pour l'avenir. Je pense que c'est dans cette perspective de moyen terme même, mais même de plus long terme, qu'il faut regarder le fait de rendre davantage compétitives les installations qui sont ici au Québec. Est-ce que je voudrais juste préciser qu'il faudrait peut-être voir aussi les choses dans un point de vue plus global, plus mondial, c'est-à-dire que les raffineries, c'est comme je le mentionnais, en Amérique du Nord et en Europe, se retrouvent en compétition avec des raffineries de plus en plus compétitives au Moyen-Orient et en Asie. Donc ça, c'est des joueurs avec qui on doit être en capacité, enfin, on doit être capable d'entrer en concurrence avec ces joueurs-là. On est beaucoup plus petits. Donc, je pense qu'il faut voir ça et qu'il y a une certaine... Moi, la façon dont je vois les choses, il y a une certaine précarité et puis, d'où l'intérêt de pouvoir s'approvisionner à deux sources, c'est-à-dire le prix du Brent et puis le prix de l'Ouest.
Et vous savez que ça fluctue pas mal les prix d'un côté ou de l'autre, et donc le fait de pouvoir s'approvisionner à deux sources, c'est une chose très, très positive. Madame la ministre. Oui, en fait, un des avantages de ce projet, ce serait justement d'avoir cette source variée d'approvisionnement. On sait que certains pays sont politiquement instables, que présentement, le prix mondial est plus cher que le prix du pétrole de l'Ouest. On nous dit également que les gens qui sont contre le projet nous disent que rapidement, quand on va permettre au pétrole de l'Ouest d'avoir accès à des marchés, que ce pétrole-là va rejoindre le prix mondial, donc il n'y aura pas vraiment d'avantage concurrentiel à long terme pour nos entreprises. À ça, moi, je rétorquerais qu'à ce moment-là, tout le monde aura accès au même prix. Présentement, ce qui est déplorable, c'est que certaines entreprises canadiennes ou américaines ont accès à un prix qui les favorise. Si nos entreprises québécoises n'ont pas accès, ou les entreprises qui sont situées sur le territoire québécois n'ont pas accès à ce prix meilleur marché, elles sont moins compétitives. Si ce prix meilleur marché un jour devient au même prix que le prix international, bien à ce moment-là, tout le monde jouera avec les mêmes intrants, les mêmes prix d'intrants. Êtes-vous d'accord avec cette vision-là? Parce qu'on est en train de se demander combien de temps va durer cet avantage concurrentiel-là, mais peut-être que la question n'est pas là. Peut-être que la question est, est-ce qu'on va permettre à nos entreprises québécoises d'avoir accès au meilleur prix possible? Et si un jour le prix vient plus élevé, bien, ça sera le même prix pour tout le monde, puis au moins, ils ne seront pas défavorisés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Messieurs de l'Institut économique de Montréal. Il est effectivement question de réduire le risque en diversifiant les sources d'approvisionnement. Je pense que c'est une analyse tout à fait juste de dire qu'il faut pouvoir avoir accès au meilleur prix. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui motivait le procureur du gouvernement en 1997, quand il présentait, lors du renversement du flux du pipeline, dans le fond, de l'Est vers l'Ouest, sa position en disant, écoutez, un jour, si les prix devenaient plus intéressants à l'Ouest que pour le Brent, il faudrait pouvoir renverser parce que ce serait simplement juste et équitable de le faire de façon rapide et dans un délai précis. Donc, je pense que cette position-là, elle était déjà inscrite, d'ailleurs, là, dans la décision du renversement. Maintenant, on parle du renversement et c'est encore la même logique qui s'applique, c'est-à-dire que quand on a la possibilité d'avoir accès à un meilleur prix, il faut pouvoir l'autoriser, évidemment, si toutes les parties sont en accord, tant les clients que les fournisseurs, que Enbridge qui transporte, qui est propriétaire du pipeline. Donc, en effet, je pense que, évidemment, d'un point de vue d'économiste, la gestion du risque est importante. Le risque a un coût économique, donc d'avoir un renversement du pipeline à ce point-ci permet aux raffineries d'avoir un risque moindre, et même si ce coût-là est un peu plus difficile à définir ou à chiffrer en termes monétaires, il existe néanmoins. Donc, tout à fait, je pense que c'est une analyse tout à fait valide. Je peux intervenir? Ensuite, il faut souligner le fait que pourquoi il y a une différence de prix entre le prix de l'Ouest de l'Amérique du Nord et le prix international, le prix du Brent. C'est parce qu'il y a actuellement un goulot d'étranglement du pétrole de l'Ouest qui ne peut pas accéder facilement aux raffineries du sud des États-Unis, aux raffineries de l'Est, parce que les oléoducs ne sont pas là, donc l'infrastructure n'est pas là. Alors ensuite, combien de temps ça va prendre? Parce que c'est vrai qu'au bout en bout de terme, donc à la fin du processus, si tous les oléoducs étaient là, il n'y aura plus de différence de prix. Mais vous voyez un peu les problèmes qu'il y a avec Keystone, donc et même avec les oléoducs vers l'Ouest. Donc, je pense que pendant une bonne période, il y aura encore une différence de prix entre le prix du WTI et le prix du Brent. Monsieur le député de Sanguinet. Merci. Bienvenue à vous deux. Écoutez, quand j'étudiais l'économie de marché, il me parlait tout le temps de la souveraineté du consommateur. Vous êtes des économistes, j'imagine? Oui. Alors, ça vous dit quoi, souveraineté du consommateur? Alors, donc, quand on disait que les producteurs servaient le consommateur, que le producteur, tout simplement, donnait ce que le consommateur voulait.
Souvent, on dit que la création ou l'inversement du pipeline fait en sorte d'augmenter notre dépendance face au pétrole, de faire en sorte qu'on va consommer davantage de pétrole. Mais d'après la souveraineté du consommateur, ça ne serait pas ça. Si on voulait se dégager de l'emprise du pétrole, il faudrait d'abord passer par le consommateur. Donc, moi, mon idée, puis vous me direz si je me trompe, je vais avoir vos commentaires là-dessus, c'est que c'est pas parce que tu rends plus accessible que les gens vont consommer nécessairement plus. C'est parce que les gens veulent en consommer et en ont besoin qu'on est obligé de faire des choses comme on fait entre autres avec Enbridge. Et donc, si on veut vraiment se délester de la consommation de pétrole puis de l'emprise au pétrole, il faut travailler sur du moyen et du long terme au point de vue des consommateurs. Alors moi, je voulais savoir, c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez de l'inversement d'Enbridge et de notre dépendance au pétrole à partir là, de mon point de vue. Je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vous dis, là, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Messieurs? Merci. Effectivement, je partage votre point de vue en bonne partie. Dans certains débats, dans le fond, que j'ai eu avec certains écologistes, pour ne pas nommer M. Guilbeault, effectivement, je qualifiais d'absurde l'expression de dépendance au pétrole, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on utilise qui répond à nos besoins au mieux par rapport à l'alternative, qui est donc moins efficace ou plus coûteuse. Évidemment, si le consommateur en a besoin compte tenu de ses circonstances personnelles, notamment, par exemple, pour se transporter ou pour se vêtir ou pour les produits pharmaceutiques, etc., il y a là une demande qui, si on prend des décisions, dans le fond, qui empêchent d'y répondre, va diminuer son niveau de vie. Et c'est très concret. Donc, je pense effectivement qu'il y a dans la souveraineté du consommateur une clé pour comprendre comment on peut éventuellement aller au-delà du pétrole. C'est tout à fait pensable que ça va se produire. Est-ce que ça va se produire dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies? Ce n'est pas ce que les données nous indiquent. Il peut toujours y avoir une révolution technologique demain matin qu'on n'aurait pas prévue. Et beaucoup d'économistes sont mauvais prévisionnistes. Je suis le premier à le reconnaître. Ceci étant dit, pour l'instant, on n'a pas d'indication dans ce sens-là. Et au contraire, donc, les solutions, par exemple, électriques, qui existent en transport, ne sont pas particulièrement adoptées largement au Québec. Je pense notamment aux véhicules électriques. Pour les voitures ou les camions légers, on parle, il y a un crédit d'impôt, donc il y a une incitation financière, fiscale, pour l'achat de véhicules électriques, et ça ne représente sur 4,9 millions d'automobiles que 961 véhicules en 2012, donc une très, très petite proportion. Il n'y a pas encore d'engouement. Donc, on n'est pas rendu à une solution alternative qui soit encore viable pour la grande majorité des consommateurs. Monsieur le député de Saint-Maurice? Oui, je vais avoir deux questions pour vous. La première, si on ne renforce pas la grappe industrielle, la pétrochimique à Montréal, incluant aussi celle de Lévis, où est-ce que les emplois seront déplacés? Et la deuxième, vous étiez dans la salle tantôt pour la présentation de l'intervenant précédent. Je vais vous poser une question. Croyez-vous réaliste ou auriez-vous confiance que si on avait un gouvernement de Québec solidaire fort, comme on l'a entendu tantôt, on pourrait remplacer les emplois existants dans notre grappe industrielle présente par l'exploitation des sous-produits de la luzerne, du colza, ou bien d'autres types de produits, des algues brunes comme le Botryococcus bruni? Les représentants de l'Institut. Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. J'avoue que c'est pas ce que j'avais compris de ce que monsieur le député de Mercier avait posé comme question. Évidemment, des fois, on est surpris. Il y a des technologies qui viennent parfois nous surprendre. Et dans le pétrole, historiquement, ça a été le cas. Notamment, on brûlait le gaz naturel des puits de pétrole au départ pendant longtemps, avant de pouvoir exploiter le pétrole, parce que le gaz naturel était un produit explosif et dangereux, donc, et qui n'avait aucune valeur. Donc, effectivement, c'était un produit un peu nuisible, puis finalement, on en a produit une grande valeur. Mais ceci étant dit, je dirais, sans trop m'avancer, que l'histoire des nationalisations, en général, sont des histoires de catastrophes économiques et qu'il est risqué de prendre de l'argent qui, dans le fond, appartient au public et notamment qui sont là pour financer nos retraites et de l'investir dans des projets gouvernementaux.
qui comportent des risques et où le gouvernement n'est pas toujours le plus habilité à prendre ces risques-là. Je vais me limiter à ça. Je vais laisser Jean-François répondre sur la question de vers où les emplois seront déplacés, s'il a une réponse. En 30 secondes. Vers où les emplois vont se déplacer, j'ai bien peur qu'ils vont être perdus. Ensuite, peut-être que ces employés pourront trouver des jobs à l'étranger, peut-être, je ne sais pas, au Texas ou en Louisiane, mais c'est un peu inquiétant. Ça serait inquiétant de perdre des gens avec une formation. Donc, on a mentionné des revenus élevés et puis un niveau d'éducation élevé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour, de souhaiter la bienvenue à l'Institut économique de Montréal, M. Chassin et M. Minardi. Merci pour votre présence. Merci pour votre point de vue exprimé devant nous et à l'intérieur de votre mémoire. Si je peux résumer rapidement, en début de mémoire, vous dites l'alternative, c'est pas avoir moins de pétrole, mais c'est d'avoir du pétrole qui vient par un autre moyen de transport qui est moins sécuritaire. Juste premier point, là, je vous ai bien compris là-dessus. Par la suite, vous parlez un petit peu du prix. Je ne suis pas économiste non plus. J'ai des connaissances limitées en matière d'économie. Par contre, l'autre jour, notre collègue de Louis Hébert qui était ici et qui a, en quelque sorte, posé des questions, avait un questionnement sur la question du prix. Et ce qu'il avait proposé aux intervenants qui étaient devant nous à ce moment-là, c'est que le prix, c'est peut-être court terme là, de pouvoir parler d'un avantage, d'un bénéfice par baril, etc., mais qu'à plus moyen terme, etc., il y aura possibilité qu'il y ait une stabilisation et donc la question du prix, surtout lorsqu'on parlait d'un prix qui arriverait à donner un bénéfice au consommateur, amener une étape plus loin. Là, on disait c'est pas mal illusoire de croire que le consommateur moyen va être bénéficié à ce niveau-là. Premièrement, l'économie puis le prix a tendance à se stabiliser. On voit que lorsqu'il y a plus de concurrence, on a tendance à se battre un petit peu. Lorsqu'il y a moins de concurrence, puis lorsqu'on a stabilisé un petit peu notre place, on a tendance à plus augmenter. J'aimerais vous entendre là-dessus sur la question du prix. Vous êtes l'Institut économique, alors sur le prix, et nous parler un petit peu plus loin concernant les bénéfices pour le consommateur. Parce qu'évidemment, on pense à ça, c'est eux autres qui utilisent, les gens chauffent, c'est le transport principalement, mais il y a le chauffage, etc., etc. Parlez-nous de ces deux aspects-là de la question. Messieurs Chassin et Minardi. Pour le consommateur final, donc le citoyen qui achète, lui, du pétrole, je pense que ce n'est pas une espérance réaliste d'espérer une baisse de prix. Effectivement, puis on en parlait un peu, s'il y a un goulot d'étranglement, il peut y avoir une différence de prix puisqu'il y a un goulot d'étranglement dans le transport. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie la différence de prix du WTI par rapport au Brent. Au Québec, étant donné qu'on n'est pas une économie fermée et qu'il n'y a pas un surplus de capacité, ce serait très étonnant que le prix à la pompe baisse. Cependant, pour le prix, il peut y avoir davantage de stabilité sur le long terme, notamment en temps de crise. Quand le marché mondial fonctionne bien, il n'y aura pas nécessairement de perturbations. Il peut toujours y avoir des fluctuations. On est habitué, notamment dans le prix du pétrole. Il y aura toujours des fluctuations, mais en temps de crise, il peut y avoir justement une alternative dans l'approvisionnement. Donc, c'est un avantage ou c'est un intérêt là-dessus. Je pense que, effectivement, donc, de miser sur un différentiel de prix à long terme m'apparaît aussi risqué. Il peut y en avoir un encore quelques années, notamment parce que d'autres projets qui devraient desserrer le goulot d'étranglement du pétrole, dans le fond, produit dans le milieu du continent, n'ont pas encore été approuvés. Et le pipeline 9B, dans le fond, permettrait une voie qui serait pas mal parmi les premières. Donc, c'est ça, je pense, l'intérêt pour les années à venir. Après ça, ce sera la possibilité de sécuriser des approvisionnements
et de sécuriser l'approvisionnement au meilleur prix, peu importe qu'il vienne de l'Atlantique ou de l'Ouest. Est-ce que Jean-François, il y a autre chose? Monsieur le député de Laurier-Dorion. Vous avez parlé de gestion du risque, vous avez parlé d'un pipeline comme étant plus sécuritaire que train et d'autres modes, bateaux, etc., etc. Est-ce que cet accroissement de sécurité, cette augmentation de sécurité, se reflète pas à quelque part à l'intérieur du prix, ou c'est un facteur parmi d'autres, ou c'est un facteur qui n'est pas suffisamment important pour toucher le prix? Messieurs. C'est une bonne question. Il y a évidemment un impact puisque les mesures de sécurité, qu'elles soient, dans le fond, motivées par une réglementation ou simplement par, dans le fond, les politiques internes d'une entreprise qui souhaite préserver la sécurité de son service, qui souhaite préserver évidemment ses ventes, voire sa réputation, va prendre elle-même. Donc, ces mesures-là ont un coût et vont être absorbées dans le prix du produit qu'elles vendent. Je pense que ça a certainement un impact. Cependant, dans le fond, il y a un travail d'équilibre à faire et entre différentes technologies, il y a des avantages et il y a des inconvénients différents. Il y a notamment, par exemple, dans le pipeline, une dépense de capital. Il y a un investissement dans une infrastructure. Un train, c'est peut-être plus flexible. Par contre, et en sécurité, je pense que c'est une question importante, il y a vraiment une différence. Peut-être que je vais laisser mon collègue expliquer un petit peu les clés ou enfin quelques statistiques importantes là-dessus. Oui, pour quelques informations sur le niveau de sécurité, donc le fait que l'éléoduc est plus sécuritaire que le transport par train, par exemple. Selon l'organisme de sécurité du ministère des Transports aux États-Unis, entre 2005 et 2009, c'est le transport routier qui a connu le plus haut taux d'incidents sérieux aux États-Unis, avec 19,95 par million de tonnes milles, c'est-à-dire les tonnes de fret transportées sur une distance d'1 mille. Par milliard. Oui, par milliard, pardon. Le transport par train arrive en deuxième place avec 0,08 incidents, alors que le transport par pipeline ne connaît que 0,58 incidents par milliard de tonnes mille. Évidemment, donc j'ai l'impression que ça peut jouer dans le sens où quand il y a des accidents, bien évidemment, la compagnie s'en ressent. Hein. Ça affecte la situation financière des compagnies quand il y a des accidents, donc ça peut jouer sur le prix. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Lors de nos auditions la semaine passée, vu que l'autre côté cite souvent le député de Mercier, je vais aussi rappeler que devant certains intervenants, il a mentionné le fait que nous renderions service aux sables bitumineux de l'Alberta en leur permettant de désenclaver leurs ressources. Vous avez fait allusion à ça en quelque sorte lorsque vous avez fait vos remarques. Et il a parlé de ça, il a donné un point de vue qui ressemblait à dire, écoutez, ils devraient nous donner quelque chose pour le fait qu'on désenclaverait les sables bitumineux qui ne trouvent pas accès aussi facilement que si jamais ils se rendraient ici et le pétrole pourrait par la suite être acheminé ailleurs. Cependant, évidemment, avec un petit peu de recul, il y a des avantages et je sais qu'il y a d'autres qui ont parlé possiblement de transfert, de péréquation, d'autres manières par lesquelles le Québec est avantagé. Et évidemment, il faut être aveugle. Dernièrement, il y a plusieurs publicités à la télévision qui disent que les sables bitumineux d'Alberta n'ont pas juste des bénéfices en Alberta, mais il y en a quelques-unes qui passent à répétition devant surtout les canaux de nouvelles en continu dernièrement. Pourriez-vous élaborer là-dessus, concernant le fait que oui, en quelque sorte, on parlerait de désenclaver, mais quels sont les avantages? Parce que lorsqu'on entend le député de Mercier, il n'est pas ici malheureusement, mais il parle de ça comme étant d'un côté. Les bénéfices sont juste d'un côté,
alors que je crois qu'avec un petit peu de recul, et vous pourriez nous renseigner, que les bénéfices seraient partagés. Alors, si vous étiez pour faire votre analyse et la partager avec nous, ce serait très apprécié. Monsieur le député de Laurier-Dorion, je veux juste vous rappeler, vous ne pouvez pas souligner l'absence d'un de vos Oui, collègues. absolument. Oui, oui. Donc, vous avez messieurs de l'Institut, les représentants de l'Institut. L'avantage de désenclaver, en fait, je pense qu'il y a un avantage à être parmi les premiers à participer à ce désenclavement. Comme je le disais, quand il n'y a pas d'autres projets, on va bénéficier d'un différentiel de prix plus longtemps que s'il y avait plusieurs autres projets. Donc, s'il y avait Northern Gateway ou Keystone, ce serait beaucoup plus difficile de penser que nos raffineries bénéficieraient d'un différentiel de prix. Cependant, il y a la question du nous. Nous allons bénéficier. Qui est le nous? On en a parlé un peu. C'est évidemment, d'une part, les clients d'Enbridge, donc les raffineries, puis l'industrie pétrochimique. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens, des industries, tout un tissu, un écosystème économique qui tourne autour de ça. Et par ailleurs, à l'inverse, pour ce qui est, dans le fond, des fournisseurs d'Enbridge, notamment des gens qui travaillent dans l'énergie en Alberta, il faut bien comprendre, effectivement, qu'il y a des retombées économiques au Québec. Donc, il y a des gens ici au Québec qui font affaire ou qui sont fournisseurs d'entreprises là-bas, des Québécois qui vont travailler en Alberta à de gros salaires et qui reviennent. Et d'autre part, il y a vraiment un intérêt là-dedans, je pense, des solutions même innovantes qui peuvent être développées au Québec pour régler des problèmes en Alberta, dans un cahier qu'on a écrit sur l'innovation dans les sables bitumineux et comment ça les rend plus verts. Il y a effectivement des solutions bien québécoises, notamment pour les bassins de rétention, les tailing ponds. Donc, il y a vraiment des solutions québécoises pour diminuer la durée de rétention de ces bassins qui sont souvent, dans le fond, l'objet d'images assez frappantes des sables bitumineux. Donc, il y a divers impacts, je pense, intéressants. Merci, monsieur le député de Laurier-Dorion, en 1 minute. Rapidement, au niveau de notre capacité, on apprécie beaucoup le tableau numéro 1 qui relève à quel point nous sommes petits comparé à d'autres acteurs. Je trouve que c'est révélateur et très intéressant pour les membres de la Commission. Je vais vous parler de l'Ukraine rapidement parce que c'est dans les nouvelles. Et vous savez, comme d'autres, que par le passé, à cause de chicanes politiques, et évidemment, il y a la question européenne qui est mêlée là-dedans, la Russie a déjà fermé des pipelines. C'était plus des gazoducs qu'autre chose. Au niveau de notre sécurité, est-ce qu'il n'y a pas un danger lorsqu'on donne une partie de notre approvisionnement à des intérêts étrangers? Voyez-vous pas, juste au point de vue de sécurité et de stratégie, que c'est pas une bonne idée, c'est bien mieux de s'approvisionner localement? Messieurs, en 20 secondes. Oui, ça va être court. Je pense qu'il faut diversifier les possibilités d'approvisionnement. Évidemment, le Canada est sans doute beaucoup plus stable qu'ailleurs. Donc, effectivement, en termes géostratégiques et géopolitiques, il y a un impact. Il faut en tenir compte aussi. Merci. Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. Merci, Madame la Présidente. Bonjour vous deux. Merci de votre présence. Merci surtout pour votre mémoire. Vous savez, nous, on est de ceux qui souhaiteraient que le gouvernement soit un petit peu plus entreprenant par rapport à l'exploitation du pétrole au Québec. Est-ce que vous croyez qu'un projet comme ça peut faire en sorte de ralentir le projet d'exploiter le pétrole au Québec, soit par des investisseurs moins agressifs ou que le gouvernement puisse dire, bon, mais on a une alternative, on n'est pas trop pressé. Je ne sais pas si vous avez une opinion par rapport à ça. Les représentants de l'Institut. On n'a pas d'opinion forte, on n'avait pas pensé à la question comme ça. Je ne vois pas de lien direct, en fait. Je vais vous donner mon intuition première. Je ne vois pas de lien direct, c'est-à-dire que dans la possibilité de s'approvisionner en pétrole, est-ce que les coûts de transport, par exemple, se justifieraient pour le pétrole de l'Ouest si on produisait à Anticosti? Possiblement que oui. C'est très difficile de déterminer quel va être le prix d'une production potentielle au Québec. Je pense que ce serait intéressant de réfléchir à la question de comment favoriser effectivement cette exploitation au Québec. Mais
on l'a pris, et puis vous le voyez dans notre mémoire, comme une situation donnée. À l'heure actuelle, nous ne produisons pas de pétrole, nous ne faisons qu'importer notre pétrole et dans l'entièreté de notre consommation. Dans ce cas-là, choisissons, ou enfin permettons les possibilités d'importation de quelque source qu'elle soit. Cependant, je pense que ça n'aura pas d'impact majeur sur la production d'hydrocarbures au Québec ou de pétrole au Québec, tant que les projets sont rentables. Et évidemment, il y a toujours un risque là-dedans, mais ce sont les entreprises qui mettront leur argent en jeu et qui seront récompensées ou punies selon le marché. Donc, les investisseurs prendront leurs décisions à ce moment-là. Monsieur le député Nicolas Bécancourt. Merci. Mais vous ne pensez pas que, par exemple, pour des investisseurs qui seraient intéressés à investir pour exploiter le pétrole, le fait que les raffineries puissent s'approvisionner à un coût du baril beaucoup moins cher qu'actuellement, ça ne peut pas être un incitatif à retarder d'investir dans ce genre d'exploitation-là? Messieurs, en 40 secondes. Par exemple, j'ai l'impression que si on produit du pétrole au Québec et qu'on le produit davantage dans l'est de la province, et qu'il y a possibilité, par exemple, de le vendre non pas aux raffineries québécoises, mais à Irving ou à l'exporter, il y a d'autres marchés. Donc, il y aura d'autres opportunités. Merci beaucoup. Donc, nous vous remercions, messieurs, et nous allons donc maintenant inviter la Confédération des syndicats nationaux à prendre place et nous suspendons pour 1 minute.